Kuraurana, Kuraura et bienvenue dans Manava, votre émission info-service pour parler éducation. Et oui, éduquer un enfant, c'est un chemin parsemé de doutes, de remises en question et de découvertes entre éducation positive, Montessori, communication non violente, CNV. Vous verrez que le balai Ni-Hao n'est pas la solution. Pour en parler, nous allons accueillir sur le plateau Nathalie Colin-Faguetin, qui est créatrice de Family Psy et psychologue spécialiste dans l'accompagnement parental, Yarana. Yorana. Nous avons Michelle Guillem, qui est éducatrice spécialisée au Faretamaho et référente de la maison de l'enfance de Taravo, Yarana. Yorana. Et enfin, nous avons Teveyari Frebo, une maman qui s'est métamorphosée. Yorana. On commence avec Nathalie. Être parent, est-ce que c'est si difficile que ça? Alors, c'est une tâche qui est quand même difficile dans la mesure où on n'a pas de mode d'emploi à la base pour faire ça. C'est évidemment le vécu après très différent d'un parent à l'autre, mais c'est surtout une grande responsabilité. Alors, se poser des questions sur sa parentalité, aujourd'hui, ça me semble important, nécessaire, et on ne peut plus ne plus se poser de questions. Même si, voilà, il y a tout un tas de choses de défis nouveaux que les parents ont à relever aujourd'hui, qui n'existaient pas, ne serait-ce que, par exemple, l'omniprésence des écrans dans la vie familiale qui pose des nouvelles questions en termes d'éducation. Donc, difficile, oui, mais pas impossible. Et surtout, je trouve que c'est une des plus belles aventures qu'on peut vivre d'un point de vue humain. Et je pense qu'on aura l'occasion de reparler des écrans un peu plus tard, mais quand on parle d'éducation, c'est quoi les autres défis qui peuvent arriver aujourd'hui? J'ai pas d'enfant, donc je ne sais pas. Ça passe par quoi ces défis? Oui, alors déjà, on doit concilier entre des différents rôles quand on est parent, la vie de famille, la vie professionnelle et toutes les autres activités sociales. Bien sûr. On doit aussi relever les défis des ruptures familiales, puisqu'il y en a beaucoup, les séparations, les recompositions familiales, les accidents de la vie. On doit aussi relever les défis de tout ce qui peut arriver, voilà, des autres accidents de la vie comme les deuils, les maladies, le handicap, Les les déplacements troubles aussi. Comment? Les déplacements, on peut tourner sur Oui, Tétis, partir en ouais. France, partir dans les îles, ce genre de choses. Alors oui, ça, sans doute aussi. On a beaucoup de contraintes qui, d'ailleurs, ont fait naître un nouveau terme qu'on appelle le burn-out parental et qui parle de la difficulté que vont avoir certains parents jusqu'à vraiment en arriver à une extrême, on va dire ça comme ça, et qui est souvent l'accumulation et la combinaison de tout un tas de facteurs de difficultés qui se sont accumulés, qui à un moment donné font que le parent il craque. Voilà. Donc, les défis, oui, il y en a un certain nombre, mais il y a aussi des solutions pour les relever. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'informations, beaucoup de ressources quand on est parent et qu'on a vraiment envie de le faire bien. Je suppose que là, ce n'est que le haut de l'iceberg et qu'il y a encore beaucoup d'autres défis et de difficultés. Justement, Michel, est-ce qu'il y a des signes d'une relation parent-enfant, vu que c'est notre sujet, qui peut être en difficulté? Alors oui, il y a des signes, l'isolement des familles, des Mhm. mamans, entre autres, l'isolement d'un enfant, d'un adolescent, ça c'est un des signes, une non-communication dans la famille, une non-communication enfant-parent, des problèmes d'apprentissage. Donc tout ça, effectivement, ça peut alerter sur la difficulté dans la relation parent-enfant. Et c'est des signes où, comment dire, quand on arrive à les repérer, on peut en discuter, on peut aller en famille, mais aussi on peut aller voir des professionnels pour se faire aider, pour se faire accompagner. Mhm. Donc, bien entendu. Oui, je vois que Nathalie, tu veux réagir. Oui, je voulais juste, si je peux me permettre, ajouter un signe qui souvent n'est pas compris comme ça, c'est l'agressivité, voire la Oui, violence des enfants ou des adolescents tout à qui fait. se montrent parfois extrêmement virulents Mm. et qui souvent sont en train un petit peu d'envoyer un signal d'un mal-être. Et bien sûr, il y a des choses encore plus graves parfois, hein, jusqu'à des idées noires, des Les idées pensées noires, suicidaires. Et puis la consommation de drogue qui est souvent aussi associée en fait à des difficultés relationnelles et notamment des manques affectifs dans la relation parent-enfant. En parlant de violence, tu me permets une transition parfaite puisque la violence engendre la violence. Quand l'enfant est violent, parfois les parents le sentent. Et même si tu ne l'utilises pas, TVRI, tu as vite compris que la fessée, cette violence, n'est pas utile. Oui, alors
j'ai pas toujours été pour l'éducation bienveillante, l'éducation positive et tout ça. Au tout début, quand ma fille aînée est née, j'avais les mêmes réflexes qu'on avait eu dans la famille. J'avais des comportements violents. Mais en même temps, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui va pas, ça allait pas à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé à me renseigner sur l'éducation. Et c'est surtout après avoir fait mon TV Yora, où là, j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit, non, c'est pas possible, là, il y a quelque chose qui va vraiment pas. Et j'ai commencé à me renseigner et je suis tombée sur ce livre qui s'appelle « Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent ». Et ça a été vraiment la révélation, en fait. Je me suis dit, mais voilà, c'est ça qu'il faut. Après ça, j'ai connu la communication non violente, les livres... La CNV, du coup, oui. La CNV avec Marshall Rosenberg. De fil en aiguille, je suis tombée sur Montessori et là, je me suis dit, mais c'est évident. Là, c'est arrivé comme une évidence. Il était hors de question que je continue comme je le faisais avant. Et j'ai dit, là, je décide, oui, je veux changer et je veux améliorer ma relation avec mes enfants pour pas qu'eux vivent ce que j'ai vécu et ce que beaucoup d'autres vivent aussi. Nathalie, je suppose que quand on fait appel à toi, c'est que tout comme TVRI, il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui fait que tu rencontres beaucoup ce genre de cas de remise en question? Beaucoup, tous les jours, mais pas forcément de cette manière-là. Il y a des situations comme celle-ci où un parent, à un moment donné, a soit une prise de conscience, soit un début de réflexion sur mais finalement, il y a quelque chose quand même qui ne me convient pas, même si je n'ai pas encore exactement les pistes pour avancer autrement. Mais ce qui est parfois, je trouve encore plus... je dirais, remarquable, c'est que je vois des parents qui viennent pour leur enfant. Quand je dis pour leur enfant, c'est il y a quelque chose qui ne va pas en fait dans le comportement de ma fille, à l'école, à la maison, pour ma fille, pour mon fils. Et ils ressortent de la première séance en disant, mais en fait, moi aussi, je vais venir pour une séance. Et du coup, c'est la démarche que moi j'ai avec les familles et les parents, c'est que je rencontre pas seulement les enfants, je rencontre aussi les parents. Et en fait, c'est une articulation et c'est ça qui est vraiment extrêmement passionnant et en même temps complexe. C'est que finalement, il y a beaucoup de facteurs sont intriqués les uns dans les autres et puis donnent finalement le vécu de chaque jour en fait entre parents et enfants. Donc oui, la prise de conscience, c'est le point de départ pour démarrer, je dirais, un vrai cheminement une plus grande authenticité avec soi-même et dans la relation avec ses enfants. C'était justement ma prochaine question pour Michel. Ce point de départ, ce déclic, il est essentiel pour pouvoir faire évoluer les choses. Ah oui, je pense que c'est essentiel de se rendre compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. N'hésite pas à apporter un peu plus ta voix, excuse-moi. D'accord. Donc, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne va pas. Tout à l'heure, tu parlais de burn-out parental, ou c'est Nathalie qui en parlait. Effectivement, il y a des moments où les parents, ils ne peuvent plus. Et effectivement, des fois, ça peut être le déclic de se rendre compte. Alors, des fois, on se rend compte que l'éducation que l'on donne, c'est celle de nos parents, nos arrière-grands-parents, et ne nous conviennent pas. Et là, c'est un déclic où on n'en peut plus, on est épuisé. Et moi, souvent, à la maison de l'enfance, je peux rencontrer des fois des mamans qui n'en peuvent plus, qui sont épuisées. Et là, effectivement, c'est le moment où elles ont besoin d'accompagnement, de soutien. Alors, quand je parle de maman, je parle de parents, effectivement, j'en suis désolée, parce que le plus souvent, on voit des mamans, mais ça n'empêche pas aussi les papas d'avoir ce sentiment-là, d'être débordés. Et effectivement, c'est là où on peut soit nous, au sein de la maison de l'enfance, les écouter, prendre un temps pour les écouter, pour les aider, pour les soutenir, ou effectivement les renvoyer vers des professionnels, psychologues. Pour qu'ils aient un guide, finalement. Pour qu'ils aient un guide, un soutien, une écoute bienveillante, parce que ça aussi, c'est extrêmement important pour les parents, d'avoir une écoute bienveillante de leur vie au quotidien. Parce qu'avoir un tout petit qui ne dort pas et qu'on passe des nuits sans dormir, c'est épuisant pour les parents, surtout quand ils doivent aller travailler. Donc c'est vrai que d'avoir une écoute bienveillante, d'avoir un soutien, c'est déjà énorme. Puis après, on peut effectivement entamer une démarche de soutien, de prise en charge plus spécifique. Et après, effectivement, pour les adolescents, pré-ados, bien entendu, si c'est trop difficile, oui, tout à fait. Alors, on parle d'éducation dans tout ça. Et avant de continuer, nous allons demander à Thomas Dassenbourg, spécialiste de la communication non violente, auteur et conférencier, si la culture influence notre façon d'éduquer nos enfants. Est-ce que la Polynésie a des spécificités?
Oui, je pense qu'il y a des différences dans la nature de la violence. Je pense qu'ici, d'après ce que j'entends, on est plus facilement dans une violence physique à s'envoyer des coups ou des gifles, tandis qu'il me semble qu'en métropole, c'est plutôt de la violence verbale, avec le ton agressif, et avec peut-être des pics, du cynisme, parfois des reproches, des critiques, et la violence passe plutôt par les mots. Mais ça reste de la violence et donc une incapacité à se formuler et à se dire de façon affirmative et respectueuse de l'autre. Et affirmative et respectueuse de l'autre, c'est ça qu'on travaille. Ça peut peut-être surprendre, mais des violences verbales ou psychologiques, de manipulation, de tension, de pression subtile peuvent être plus difficiles à identifier. Alors qu'une bonne baffe en pleine figure, on peut dire « je ne suis pas d'accord d'avoir été battu comme ça, j'en veux à mon père ou à ma mère, je suis en colère, j'ai besoin d'être respecté et je vais travailler là-dessus ». Alors que si on a été reproché, critiqué, moqué par de la violence plutôt verbale ou psychologique, c'est plus difficile à identifier et ça va parfois amener quelques temps de thérapie pour prendre conscience de cette violence subtile qui s'est instaurée. J'ai vu pendant l'interview de Thomas que TVRI, tu réagissais beaucoup à ce qu'il disait. Dans quel sens, dis-nous tout? C'est surtout dans le sens des violences verbales. Comme il disait, on parle beaucoup des violences physiques, des personnes qui crient, des personnes qui tapent, mais on parle peu de ceux qui parlent de manière très douce, avec des mots qui, dans le dictionnaire, ne sont pas des mots violents, et pourtant derrière, il y a de la violence. Même en utilisant des formules de CNV, moi j'appelle ça les formules de CNV, je me sens nanani, nanana, et je fais ma demande. Même avec ça, on peut être violent. Et sur ça, je trouve qu'il faut faire vraiment attention. Pour les personnes qui ne connaissent pas ces formules, qui ne connaissent pas la différence entre être violent avec les mots et ne pas l'être, est-ce que tu peux nous donner des exemples de phrases qui sont dites et qui peuvent être violentes pour l'enfant? Alors, c'est pas forcément dans la phrase qu'il va y avoir la violence. Si j'utilise une phrase de CNV, par exemple, en disant je me sens en colère parce que quand tu ne respectes pas la règle, est-ce que tu veux bien faire ce sur quoi on a été d'accord. À partir du moment où on utilise cette formule de CNV, la CNV n'impose pas. Si derrière moi, je m'attends à ce que l'enfant obéisse à ce que je viens de dire, je suis un petit peu dans la violence. Si j'accepte que l'enfant me dise non et que du coup ensuite on repart dans une discussion, là je ne suis pas dans la violence. Maintenant, parfois on est obligé d'imposer aux enfants. Et on peut imposer sans être violent aussi. En lui disant, là, on s'est mis d'accord sur ça, donc je te l'impose. Moi, en tant qu'adulte, je te l'impose. Oui, là, tu es triste. Oui, là, tu n'es pas content. D'accord. Mais là, du coup, je trouve ça moins violent parce que c'est vrai. J'essaye pas d'imposer implicitement quelque chose à l'enfant ou à n'importe qui, même un adulte avec qui je pourrais discuter. Nathalie, ton regard, justement, c'est ce que vient de dire Oui, Thierry. je trouve que c'est effectivement, je suis complètement d'accord avec le fait que on ne parle pas suffisamment, il n'y a pas assez de communication sur justement ces violences qu'on appelle les violences verbales, mais je dirais aussi les violences psychologiques qui sont très subtiles, qui sont tellement subtiles, et c'est ce qui était dit dans le reportage, qu'en fait il faut parfois une thérapie pour pouvoir réussir à déceler là où on a été violenté à notre insu, malgré, je dirais, une intelligence tout à fait normale et une capacité de comprendre les choses, et même si on a tout à fait compris ce que c'était la maltraitance physique. C'est pour dire qu'en fait, c'est très insidieux. Et là-dedans, il y a du mépris, il y a de la manipulation, il y a des moqueries souvent, mais très subtiles. Il y a de la négation de l'autre, il y a de l'indifférence, il y a du cynisme, du sarcasme. Tout ça, ce sont des formes qui, même parfois, c'est des silences qui ignorent l'autre, alors que voilà, c'est un manque de considération. Tout ça, ce sont des manques de respect qui indirectement atteignent l'autre dans son intégrité psychologique. Là, on parle vraiment de psychologie et pas de physique, finalement. Tout à fait. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit dans le reportage, c'est qu'en fait, ça peut faire tout autant de dégâts, parfois même plus, parce qu'en fait, le déni est tellement important autour de ces violences psychologiques qu'on met parfois des années, je dirais même parfois des décennies, j'en ai eu des exemples, avant de se rendre compte, et donc de pouvoir s'en remettre, et donc de pouvoir en guérir. Et c'est toute je dirais l'importance de ne pas oublier
que la violence, elle peut prendre plusieurs formes et que dans toutes ces formes, elle est à proscrire et à batailler. Et à éviter, oui, dans cette sûr. relation, puisqu'on parle vraiment de relation parent-enfant. Est-ce que, Michel, on s'en rend pas forcément compte, finalement, quand on est parent, qu'on est violent, qu'on est vicieux dans ses mots? Non, effectivement, on ne s'en rend pas compte parce que c'est le quotidien qui nous rattrape. Mhm. Et que le quotidien, il est fait de routine, il est fait d'impératifs extérieurs, sociétaux. On doit aller travailler, on doit aller à l'école, on doit. Et on ne s'en rend pas compte au quotidien. Donc effectivement, d'en prendre conscience, c'est très important et c'est très, très, très difficile. Et c'est vrai que c'est tout un travail de déstructuration de sa propre éducation ou une analyse ou une mise à distance de ce qu'on a vécu pour effectivement faire passer un message de bienveillance, d'écoute à son enfant. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est très compliqué quand on rentre du travail, après 8 heures de travail, des bouchons, d'avoir cette attitude-là avec notre enfant. Mais ça demande effectivement d'y réfléchir, d'y penser, toujours pareil, de se faire aider si nécessaire et de s'y pencher une bonne fois pour toutes pour éviter de recommencer ou de reproduire quelque chose qu'on a connu, c'est-à-dire de prendre une distance par rapport à sa propre éducation. C'est essentiel, effectivement. C'est un gros travail. C'est en ça, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas le mode d'emploi quand on vient d'avoir un enfant. Mais il faut réfléchir à l'éducation qu'on veut donner. Il faut réfléchir en couple aussi, au sein de la famille. Quelle éducation on souhaite donner, quelle relation on souhaite mettre en place avec nos enfants, notre enfant. Je vois qu'en face, vous voulez réagir, les filles. Donc, je vais commencer déjà par TVRI. Oui, je voulais dire que en tant que parent, une chose que je trouve très difficile, c'est déjà d'accepter nos erreurs aussi, parce qu'on en fait énormément. Et puis aujourd'hui, je crois qu'il y a ce truc où on veut tous être le parent parfait. Déjà, on est tous des parents parfaits avant d'avoir des enfants. C'est plus facile. C'est plus facile quand on n'en a pas. Quand il n'y avait pas d'enfant, j'étais là, ouais, moi, ce sera comme ça. Mais en fait... c'est beaucoup plus complexe une fois qu'on est dans la situation. Et puis après, c'est très difficile de reconnaître ces moments de violence dont on parlait tout à l'heure, lorsqu'ils sont à l'intérieur de nous. En fait, c'est surtout ça le plus dur. C'est à trouver, à observer et ensuite à se pardonner aussi. C'est dans ce sens que tu es devenue éducatrice spécialisée Montessori? Quelque part, oui. Oui, ça consiste en quoi? Alors, ce que j'aime en Montessori et ce que j'aime aussi dans la communication non violente, ça se rejoint, c'est le regard qui est porté sur l'enfant ou le regard qui est porté sur l'autre. C'est-à-dire? En communication non violente, on parle beaucoup des besoins. On ne parle pas des besoins d'envie, on parle des besoins primaires qui sont les besoins de tout le monde. Tout le monde a absolument les mêmes besoins. Maintenant, les besoins ne s'expriment pas de la même manière. Il y a une formule en CNV que j'aime beaucoup, parce qu'ils utilisent l'image de la girafe. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la girafe et du chacal. Donc on imagine tout de suite que le chacal, c'est celui qui braille et celui qui est violent. Et la girafe, c'est celle qui a de la hauteur et qui parle posément et qui est à l'écoute de ses émotions et de ses besoins. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est que dans un chacal, c'est une girafe qui s'ignore. Oh là, oui, alors on rentre vraiment dans la psychologie. Oui, et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça a été cette façon de pouvoir comprendre le besoin de l'autre, parce que avant de pouvoir m'exprimer moi de ce que je veux, si je comprends pas le besoin de l'autre, ça va être difficile. Et lorsque je comprends ce besoin, où est-ce qu'il en est, et pareil, l'enfant en Montessori, quelles sont les étapes du développement qu'il est en train de traverser, quels sont ses besoins, pourquoi il réagit comme ça. Avec cette compréhension, on arrive, nous, plus facilement à ajuster après. C'est intéressant, cette éducation Montessori, mais à contrario, on voit de plus en plus ressortir une éducation ghetto-sori, en tout cas des parents ghetto-sori. C'est quoi, Nathalie? Qui sont-ils et pourquoi cette approche? Alors effectivement, avant ce mouvement-là, il y a eu aussi dans les médias un petit peu monté un peu de bouclier avec des personnes qui se sont retrouvées au devant de la scène pour décrier l'éducation positive et ses dérives avec une supposée difficulté pour les parents, puis je dirais même critiquer clairement en fait cette approche. Pour moi, en fait, pour avoir un peu entendu les discours de ceux qui prônent, qui se posent en détracteurs de l'éducation positive, entre autres Montessori, mais pas seulement, d'abord, il y a une méconnaissance, dans le sens où écouter le besoin de l'enfant, ce n'est pas le laisser faire tout ce qu'il veut quand il veut. Ce n'est pas l'éducation enfant-roi, en fait. Voilà, c'est pas du laxisme. Et il y a souvent eu cette confusion entre on laisse faire l'enfant, il a envie de manger des bonbons à 8 heures devant son film, rester toute la journée devant la télé.
on va pas quand même contrarier ce pauvre chou et puis on va le laisser grignoter ses bonbons devant la télé toute la journée. Il y a une méconnaissance. Et il y a aussi une crainte pour probablement des parents qui, eux, ont peut-être reçu cette autre éducation. Et puis ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a un autre élément. Pourquoi certains parents ne se rendent pas compte, c'est qu'ils n'ont pas conscience. Ils répètent tout simplement le schéma avec lequel ils ont eux-mêmes été éduqués, sans même prendre conscience que finalement, il y a peut-être d'autres façons de faire et qui peut-être seraient meilleures. Donc, dans cette démarche en fait, d'éduquer, il y a une peur du parent de se faire marcher sur la tête, comme on dit ici. Et de perdre son autorité auprès de son enfant. De perdre son autorité, de perdre la face, de finalement perdre le contrôle. Et c'est un enjeu de pouvoir qui va se tramer entre le parent et l'enfant. Et à partir du moment où je considère qu'entre le parent et l'enfant, il y a un rapport de force. De pouvoir, et du coup de pouvoir. Et que de toute façon, le parent ne voit pas du tout que c'est l'enfant qui doit gagner cette bataille et ce rapport de force, eh bien, va s'instaurer dans la relation, finalement, une bataille perpétuelle entre qui commande. Et c'est pas du tout ça, l'éducation positive. La question, c'est pas qui commande, même si, bien sûr, il y a quand même une question d'autorité, que c'est le parent, on est bien d'accord, qui définit les grandes lignes de l'éducation. C'est pas l'enfant qui en décide de l'heure d'aller se coucher, de savoir s'il faut se brosser les dents, à quel moment c'est bon d'éteindre la télé ou autre. Ça fait partie des signes, cette violence qui monte et cette autorité qu'il y a entre l'enfant et le parent. Je suppose que ça fait partie des signes d'une communication entre un parent et un enfant qui ne roule pas bien. Est-ce qu'il y a, Michel, un juste milieu à avoir entre être strict, être autoritaire et justement communiquer? Bien sûr, il y a un juste milieu. Moi, comment dire, je voudrais reprendre ce que je disais tout à l'heure par rapport au quotidien. C'est vrai que quand des parents sont épuisés, il y a des moments où on n'a pas cette attitude d'écoute, de bienveillance. Donc, le juste milieu, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que pour qu'un enfant soit sécurisé, bien dans sa peau, bien dans sa tête, il a besoin d'un cadre sécurisant. Et un cadre sécurisant, ce n'est pas un cadre de fermeté, c'est un cadre bienveillant. C'est un cadre d'amour, c'est une maman qui porte quand il pleure, c'est une maman qui est disponible quand elle rentre du travail pour être 5-10 minutes avec son enfant à un moment donné quand il le soit. C'est ça un cadre bienveillant, c'est les parents qui prennent un temps à un moment donné le week-end, même j'espère plus que sur le week-end, mais pour aller faire du sport, en famille, avec son enfant, pour l'accompagner en compétition de judo, n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi un cadre sécurisant, c'est une famille qui est là, des parents qui sont là, qui sont à l'écoute de leur enfant. Ça, c'est important. Mettre un cadre, c'est pas être autoritaire, c'est pas être ferme, c'est pas punir, c'est pas taper, c'est pas pas humilier non plus. C'est juste être des parents donner une image de parents suffisamment solide pour son enfant, sur lequel il peut compter. Ici à Tahiti, la solution c'est souvent balenio. Tu pleures, balenio, tu fais des bêtises, balenio. Finalement, on le dit depuis le début, cette violence n'a pas sa place dans une relation parent-enfant. Et finalement, il faut passer d'abord par la compréhension de l'autre. Oui, alors, lorsque on décide de changer, le plus difficile, c'est que ça prend du temps. Et lorsque moi, j'ai commencé à changer, alors déjà, c'est comme apprendre une nouvelle langue. La CNV, c'est comme une autre langue. Enfin, moi, je n'avais pas grandi avec ça, je parle bien français, mais je n'ai pas grandi avec ces phrases-là. Et donc, c'est changer de manière de parler et ça prend du temps. Et lorsqu'on est dans une situation de crise avec son enfant et qu'on se retrouve là, dans la situation, prendre ce temps, ça, c'est difficile. Alors, le balenio, c'est rapide. C'est la facilité. Enfin, c'est la rapidité aussi. Hausser le ton, c'est rapide. Obliger, c'est rapide. L'autorité, c'est rapide, même si sur le coup, du moins. Après, les blessures, elles sont là. Mais alors que cette communication-là, surtout au moment où on décide de changer, ça prend du temps et ça, c'est difficile. C'est très dur. Et aussi, parce que lorsqu'on décide de faire ce changement, si le reste de la famille ne le fait pas avec nous, on a l'air un peu d'un extraterrestre, en fait, oui. dans la manière de parler. Après, il y a des moqueries aussi. Donc là, le parent, il y a encore d'autres choses, une autre pression aussi, cette image de parent parfait encore. Et oui, donc c'est
pas facile. Les amis, on pourrait en parler pendant encore des heures. Je vous avoue avoir préparé une trentaine de questions et on n'en a fait que 5 tellement les interactions sont intéressantes. Je vais me tourner vers toi, Nathalie, pour avoir éventuellement un deuxième épisode de cette relation parent-enfant. J'aimerais bien que tu me parles du traumatisme intergénérationnel, je vais y arriver. Et cette transmission, c'est la première pierre à traiter. Alors, en tout cas, ça fait partie de la structure qui fait qu'on éduque d'une certaine manière. On a un héritage, une sorte de patrimoine éducatif, culturel, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure. Et du coup, il y a une transmission qui se fait de génération en génération. Pour expliquer très simplement, on a plus de risques de devenir maltraitant avec son enfant quand soi-même, on a été un enfant maltraité. Ça, c'est démontré. Et du coup, ça ne veut pas dire non plus que c'est une fatalité. C'est pas parce qu'il y a des exemples et c'est formidable qu'il y ait des expériences comme cela, parce que c'est pas une fatalité, heureusement. Mais il faut quand même avoir la notion que on ne devient pas un parent avec une page vierge. On est porteur de tout un tas de facteurs et voilà, d'un héritage psychologique, éducatif, affectif, avec lequel on va faire, qui nous pétrit en fait tous les jours. Et nos enfants, ils viennent nous chercher dans nos retranchements en termes d'émotion et d'affectivité. Et ça va être du coup le sujet de notre prochaine émission qu'on va faire Avec autour de plaisir. cette éducation, ou en tout cas qu'on va préparer cet héritage, c'est l'héritage de ces traumatismes intergénérationnels. On vous invite à nous suivre sur nos pages Facebook pour pouvoir être au courant de la sortie de cette émission. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de faire un tour sur le site du Faret Tamahau, www.faretamahau.pf. Si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à vous tourner vers eux. Ou sinon les professionnels qui sont à votre disposition, comme par exemple www.familypsy.com. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été présentes sur ce plateau. Merci. Les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Restez à jour sur notre page Facebook. Ce soir à 18h, votre VAT Haiti, Maururi Totato Farerira, Trahoma Parhana.